Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une belle et une grosse pièce, puisqu'il s'agit de la station spatiale Deep Space Nine, de la série Star Trek du même nom. Et pas n'importe quelle maquette, puisque ce kit était sorti en normal, et il y a plus de 20 ans de ça, AMT-ERTL s'était mis à ressortir des kits de manière assez spéciale, certains avec des flight display comme ils appelaient ça. Ils l'ont fait pour le Speeder Bike de Star Wars et le Bird of Prey de Star Trek. Et pour Star Wars, ils avaient fait le Star Destroyer avec des fibres optiques. Et pour Star Trek, ils ont choisi Deep Space Nine pour proposer un modèle qui serait amélioré avec des fibres optiques. Voilà, donc comme on le voit ici, il est indiqué qu'il y a plus de 2000... j'imagine que c'est pouces ou quoi. Enfin bon, en tout cas, qu'il y a un sacré paxon de fibres optiques de livret, un paquet de... Enfin, on peut mettre 4 piles dans un boîtier. Il y a une perceuse qui est livrée avec, c'est quand même pas n'importe quoi. Qu'il y a de quoi brancher sur secteur et sur pile. Qu'il y a 14 sources de lumière. Et qu'il y a 4 bandes chromées pour réfléchir la lumière. Voilà. Donc c'est pas n'importe quoi. J'ajoute que ce que vous voyez là à l'écran sur la boîte, c'est le modèle monté et peint. Et que ce modèle monté et peint est très proche du modèle original. J'en veux pour preuve cette fiche que j'avais eue dans une collection de presse genre Altaïa. Ici, vous voyez, c'est une photo d'ailleurs très laide, forcée. Je sais pas, elle devait être toute petite au début, mais... Donc vous voyez là, c'est la station spatiale telle qu'on la voit dans la série. Le modèle de tournage était énorme, vraiment énorme, beaucoup plus gros que n'importe lequel des vaisseaux qu'on connaissait des séries Star Trek. Entièrement éclairé, etc., puisque la série a débuté à un moment où l'image de synthèse ne faisait pas autorité pour créer ce genre d'image, quoi. Donc il était encore nécessaire d'avoir des modèles de tournage miniatures. Ils ont utilisé par contre les effets spéciaux ont utilisé l'ordinateur pour l'ouverture et la fermeture du wormhole qui est au centre de l'histoire de Deep Space Nine. Et j'imagine qu'ils ont utilisé aussi pas mal de moyens pour réduire des modèles de tournage pour les faire apparaître d'une certaine échelle par rapport à Deep Space Nine, puisque là on voit quand même un vaisseau de type, je dirais en fait, de type soit... non, c'est pas un Niagara. En tout cas, il a une soucoupe soit comme l'Enterprise C, soit comme l'Enterprise D. Voilà, c'est un classe Nebula, c'est écrit en dessous, il suffit que je lise. Et donc on voit quand même un peu la taille que ça donne. Le kit d'ailleurs est supposé être au 1-2500. Ce qui, ça, par contre, serait faux. Soit parce que les kits qu'on a déjà au 1-2500 chez AMT-ERTL, on a pas mal de kits des Enterprise, de différents vaisseaux au 1-2500, ne correspondent pas. Ne sont pas du coup à la même bonne échelle. Donc soit les vaisseaux sont à la mauvaise échelle, soit c'est plus simplement la station Deep Space Nine qui est pas du tout au 1-2500. Alors je serais incapable de vous dire quelle est l'échelle réelle de ce kit, mais bon, c'est quand même un bon gros bébé. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir l'intérieur immédiatement. Alors avant de voir les pièces, évidemment, je vous propose de passer d'abord à la notice de montage. Alors c'est un gros morceau aussi. Ça permet éventuellement, si on a un espace de travail suffisamment grand, d'étaler tout ça pour faire correctement. Alors là, visiblement, ce n'est pas la notice de montage de la station. C'est tout ce qu'il faut pour faire
La fibre optique. Donc là, ça indique le boîtier avec les piles, comment les placer, etc. Là, c'est les piles à mettre sur la petite perceuse. Et là, c'est comment mesurer et couper la fibre optique. Voilà. Repérer les pièces qui sont déjà montées. Et passer son temps, donc, effectivement, à faire des trous là où il faut. Voilà, donc ça demande un peu d'attention, pas faire ça n'importe comment. Et il y a des petites ampoules qui sont livrées pour faire les lumières que vous voyez là. Voilà, donc sinon, a priori, il y aurait du travail de soudure à faire. Et la fibre optique à placer un peu partout. Est-ce qu'il l'indique ça? J'ai pas franchement le temps de tout lire en anglais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre optique, elle va pas tenir toute seule. Donc en fait, il faut la faire tenir avec de la colle, mais pas n'importe laquelle. C'est tout simplement de la colle blanche. Voilà. Et il faut laisser dépasser la fibre optique de là où on a mis les trous vers l'extérieur. Et une fois que c'est bien sec, couper les bouts de fibre optique qui dépassent. Mais vraiment une fois que tout est peint ou tout est fait. Voilà, comme ça on a un truc parfait quoi. Batterie check. Ça m'a l'air un peu bizarre quand même leur façon de faire. Mais bon. Donc visiblement beaucoup de trous à faire. Donc cette petite perceuse. Là c'est la suite. J'y comprends rien. Visiblement c'est une deuxième page. Bon. Ouais. Ça m'a l'air quand même un brin compliqué. Un brin compliqué. Mais quand même sympa. Faut savoir que cette station d'Espace 9, elle a dû paraître compliquée aussi à ceux qui ont repris à LMT-ERTL, à savoir Round 2, puisqu'elle a été rééditée mais en transparent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que transparent, tout simplement, ça permet de mettre des sources lumineuses à l'intérieur sans se prendre la tête, de peindre le kit sans se prendre la tête, et là où on veut de la lumière, tout simplement, on gratte la peinture. Et on gratte la peinture le plus correctement possible. Et du coup, la lumière passe par les pièces transparentes grattées. Voilà, donc ça fait toute la différence et ça permet de ne pas se prendre la tête à faire des trous de partout avec de la fibre optique. Là on a visiblement des éléments qui sont faits pour faire tenir la fibre optique et puis la faire passer correctement dans la station. Ici on a une partie des bras de la station, là avec le docking bay qui normalement devra recevoir à un moment un bird of prey. On appréciera les beaux détails qui sont dessus. J'évite d'ouvrir les sachets, je suis désolé. J'ai pas envie d'abîmer tout ça. Là pareil, on a, alors c'est bête mais on a des détails qui sont ici en plein mais très fins et qui mériteraient d'être en creux. Mais bon, c'est quand même, là vous voyez, imaginez un petit peu, voilà. Tout ça terminé. C'est pratiquement de la taille d'un volant. C'est plus grand qu'un volant. C'est de la taille d'un volant, on va dire de la taille d'un volant de camion. Voilà, et déjà, avec ces grappes, je sais déjà ce que je pourrais faire. J'ai ma petite idée là-dessus. Je vais les remettre en place. Le reste des pylônes, en fait, c'est exactement les mêmes pièces, 3 fois les mêmes pièces. Et enfin, pièce centrale. Et j'observe que il y a un truc ambré là qui doit être dedans peut-être. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez, quand même tous les détails qu'il faut. Et on a dans cette boîte, j'imagine,
tout le nécessaire pour faire que tout cela s'éclaire. Alors je confirme que visiblement ça vient de là, mais visiblement il en faudrait 2. J'en vois qu'une, ça le fait pas. Là c'est rouge. Et très bien. Je vois la deuxième pièce qui manquait à cette grappe. Donc on a des petites pièces transparentes orange et rouge. Ici, quelques éléments électriques avec la prise jack qui permet de mettre sur secteur et l'interrupteur. Et des petites vis qui ont décidé de se faire la malle. Ça, c'est extraordinaire. C'est une mini perceuse. Alors c'est un tout petit modèle, hein. Mais on met les piles. On met donc ceci là. Et ça perce parfaitement les petits trous à la taille qu'il faut de ce kit. Et c'était livré aussi pour d'autres modèles. Et si je ne me trompe pas, là il s'agit des bandes autocollantes chromées, réfléchissantes, qui permettent d'améliorer encore, comment dirais-je, la lumière qui sortira de la maquette. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que j'y reviendrai quand je ferai le kit lui-même. Voici le rouleau de fibre optique. Ça paye pas de mine, mais il y en a un sacré paquet. Et ça, c'est le boîtier qui permet de mettre les piles. Ça évite d'avoir un boîtier à piles pas très beau. Et c'est pas mal. Donc voilà, a priori, tout ça, ça partait d'un bon sentiment. Mais sincèrement, ça m'a l'air d'être quand même franchement compliqué. Et je comprends que la réédition est comptée sur un modèle transparent, qui était le même principe que le USS Yamaguchi, qui était en fait une version refit, si on veut, de l'Enterprise C, tel qu'on le voit dans les différentes séries de Star Trek qui ont suivi Next Generation. Et il l'avait fait en transparent aussi. Je vous le présenterai un de ces jours si vous êtes sage. Et ça sera nettement plus facile à éclairer et à travailler. Voilà. Donc mine de rien, c'était quand même un kit que je tenais à vous présenter. Comme vous voyez, c'est un gros morceau. Même un très gros morceau. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, à me dire si vous connaissez ou non la série. Si ce n'est pas le cas, je vous la recommande. Vous pouvez la voir sur Netflix si vous l'avez. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Trek.